Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct en ce jeudi soir horaire inhabituel pour un Tech Hebdo exceptionnel. Nous sommes ici au cœur de Paris, à la salle Wagram, pour célébrer un métier, une vocation peut-être d'ailleurs votre vocation future, le métier de codeur à l'occasion de ce rendez-vous Tech Challenger. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. En effet, Tech Challenger qui est un événement entièrement consacré aux codeurs, aux développeurs, à toute cette intelligence et à ce savoir-faire français ici derrière nous, a lieu actuellement, en ce moment même, cet événement qui va se conclure par une remise de prix, etc. Voilà. Énormément de monde. Alors comment dirais-je, on domine un petit peu la situation parce Totalement. que tout se passe en dessous avec des exposants. Il y a énormément de marques qui sont là et qui représentent un petit peu leur savoir-faire. C'est intéressant parce que les marques sont venues ici pour peut-être faire leur marché et trouver des codeurs, parce qu'aujourd'hui il y a une centaine de codeurs qui sont là et qui se sont, on va dire, affrontés toute l'après-midi. Et on va connaître tout à l'heure, à la fin de cette émission, le gagnant de ce Tech Challenger 2023. Voilà, donc il y a une partie concours, il y a une partie networking, il y a une partie aussi pour faire connaître ce métier. Tech Challenger, on peut le dire François, c'est un événement qui s'appelait avant le meilleur dev de France. Meilleur dev de France, en effet. Ça a changé de nom, mais l'esprit est le même. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on sait qu'il y a un savoir-faire français dans ce domaine. Donc on a décidé de vous présenter une émission spéciale avec des invités. Vous allez vous régaler. Oui, je pense que vous allez vous régaler. Et puis surtout, encore une fois, je disais, peut-être que ça va susciter des vocations. Allez, on présente nos invités. Ouais, moi, je suis déjà, convaincu. Mais toi, tu es déjà codeur. Je toi, suis codeur. Tout petit codeur. Oui, j'ai fait des petits trucs quand j'étais petit, ouais. Et tout à l'heure, on aura Gaston. Gaston, je crois qu'il a 11 ans et il est déjà codeur. Et il est monté sur la scène tout à l'heure. Ouais. C'est le plus jeune de France. Et c'est l'un des plus jeunes de France, en tout cas le plus jeune d'ici. Et il est déjà très très bon. Nos invités pour évidemment parler de tout ça et de parler de technologie. Henri Seydoux est avec nous. Bonsoir Henri. Bonsoir. Le patron de Parrot. Ravi de vous retrouver Henri Seydoux. On a eu la chance de vous interviewer quelques fois lors de CES de Las Vegas, etc. Parce que ce qui est formidable avec Parrot, c'est que vous avez vécu plusieurs vies technologiques. Vous avez pivoté, comme on dit plusieurs fois, on va en parler. Et puis Jérôme, notre deuxième invité. Clara Echassou qui est avec nous également. Bonsoir Clara, vous êtes responsable commercial de Actronica, qui est une start-up qui a mis au point un gilet haptique pour la réalité virtuelle dont vous allez nous parler dans un instant. Exactement. On commence par Henri. Commençons par Henri. Et puis après, Clara, bien évidemment, vous nous expliquerez ce que vous faites avec Actronica. Henri, un mot déjà sur Tech Challenger, c'est intéressant. Pourquoi Parrot est là aujourd'hui? Donc Parrot, c'est une boîte de techno que j'ai démarrée il y a presque 30 ans. C'est vrai. Et la techno, la Silicon Valley, c'est l'industrie du soft, c'est l'industrie des développeurs. Parrot, c'est une boîte d'environ 500 personnes et la plupart des gens sont des développeurs. Développeurs, c'est toute la high-tech, Google, Microsoft, mais aussi fabriquer des voitures, Tesla, des fusées, vendre en ligne. Tout ça, c'est l'industrie du logiciel. Et le logiciel, c'est l'art des codeurs. Et ce soir, il y a le concours des codeurs et Parrot est là parce que Parrot recrute. Parce que Parrot est tout le temps à l'affût de trouver des talents et de recruter des jeunes développeurs. Qu'est-ce que fait Parrot aujourd'hui? Parce qu'on vous a connu dans le Bluetooth. Au début de votre carrière, en tout cas la carrière de Parrot, c'était le Bluetooth dans les voitures. Après, vous avez arrêté, vous avez fait des casques, vous avez fait des pots de plantes connectés, on s'en souvient. Vous avez fait des drones pour le grand public. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je fais toujours la même chose au fond. Je crée avec du logiciel des produits qui n'existent pas, qui sont à inventer. Donc aujourd'hui, Parrot est passé des télécoms au consumer électronique et maintenant Parrot fait de la robotique. Et la robotique volante, les drones, on fait des drones professionnels qui servent à faire de la 3D en fait, à faire de l'inspection des infrastructures, les tours télécoms, les routes, les lignes de chemin de fer, l'agriculture, et aussi des drones qui sont utilisés par la sécurité, par les militaires. Et entre autres, on a des drones en Ukraine qui sont utilisés là-bas. Parce que l'un de vos clients, il faut le signaler quand même, c'est l'armée américaine. C'est l'armée américaine aujourd'hui. Alors, en fait, voilà, on est venu... nous, on était une boîte de consumer électronique. On a fait des drones pour faire des cadeaux de Noël, des drones pour se marrer, des drones cool. Et il y a quelques années, l'armée américaine nous a contactés en nous disant « c'est vachement bien ce que vous faites,
il faudrait qu'il soit un peu plus durci, il faudrait qu'il y ait telle fonction en plus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des drones pour les Américains. Avec cette notion de souveraineté aussi. Parce que mine de rien, aujourd'hui, les principaux acteurs de drones, c'est des Asiatiques, des Chinois. On voit les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Il fallait aussi des acteurs, on va dire, européens. Alors, il y a des acteurs américains qui savent faire des drones, mais vous avez été sélectionné comme étant l'acteur européen le meilleur dans ce domaine-là. Mais je dirais que c'est un autre volet de la high-tech. C'est que la high-tech, elle est très mélangée à l'évolution du monde. Donc on a été, je veux dire, les fers de lance de la mondialisation. Moi, j'ai un bureau à Shenzhen, j'ai un bureau à San Francisco. Et ces dernières années, j'ai vu le monde changer à une vitesse extraordinaire. Ouais. Le monde se refermait très très vite. Et donc maintenant, bah oui, il y a une crainte. Les choses ne sont pas passées comme on le souhaitait. La Russie s'est durcie, la Chine aussi. Et donc, il y a une question. Oui, il faut que ces technologies soient développées chez nous parce que ces technologies ont beaucoup d'utilité. Et en plus, on soupçonne, quand je dis soupçonner, on a la certitude que les drones chinois collectent des données, envoient des données en Chine et ont des backdoors. Et donc, nous, on pense qu'il faut réglementer l'usage des drones chinois. Oui. Henri Sédou, vous programmez vous-même ou vous avez programmé? Moi, je suis un développeur. À la base, je suis un développeur. Encore aujourd'hui? Donc, non, la dernière fois que j'ai développé, c'était pendant le Covid. Ouais. On avait une fonction de robotique un peu originale et d'une certaine manière, j'ai fait un challenge à la R&D chez moi. J'ai dit, je vais le faire. Et donc, je me suis remis. Bah oui. Sinon, je serais pas là. Et donc, je me suis remis à faire du MATLAB, qui est un langage pour maqueter. Ouais. Et j'ai fait un bout de la vision par ordinateur du drone qu'on vend aujourd'hui. Le code aujourd'hui, c'est essentiel dans les entreprises. Vous savez ce qu'on dit, c'est code is law. Le code, c'est la loi. Ça impose toutes les règles. Ça, c'est un truc vraiment intéressant. C'est d'une certaine manière philosophique, même c'est comment la société se dématérialise. C'est-à-dire qu'on est passé de l'âge de pierre à fabriquer des machines, à inventer des machines. Et maintenant, il n'y a même plus de machines, c'est juste les idées. On est dans le monde du texte, si tu veux. Et donc, le code, c'est le succès de la Silicon Valley. Tout dans la Silicon Valley, c'est du code. Et alors, dernière question, Henri. Vous cherchez combien de développeurs aujourd'hui chez Parrot? C'est vraiment une denrée rare que vous choyez? C'est compliqué de trouver ce que vous voulez aujourd'hui? Alors je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs, mais ce qu'on cherche, c'est créatif, on cherche du talent. Donc, et aussi, je dirais, il y a un truc dans le code. C'est quand tu vas dans la Silicon Valley, tu vois la diversité de l'origine des personnes. Bien sûr. Tu as des gens qui viennent d'Inde, tu as des gens qui viennent d'Amérique du Sud, tu as des Français. Et le code, c'est un peu ça, c'est le talent qui prime. Et chez Parrot, on a au moins 15 nationalités différentes. On a des Iraniens, des Égyptiens, des Marocains, et des femmes aussi. Et des femmes, bien sûr. Il y a encore une marge de progression à faire. Hein. Et on recherche cette diversité. Moi, je pense que cette diversité, elle ouvre l'esprit, si tu veux. Et donc, moi, je recherche tout le temps des codeurs. D'ailleurs, les gens qui nous regardent, Parrot recrute en permanence. Vous pouvez m'envoyer votre CV, c'est henri.sedou@parrot.com, donc n'hésitez pas. Et ben voilà, vous avez le mail CV de Henri Sédou quand même. Mais les codeurs aujourd'hui, c'est un métier de folie, c'est-à-dire qu'on s'arrache les codeurs, on leur fait des ponts d'or, ils ont de très bons salaires en général. En général, ils choisissent même leur boîte en fait. C'est eux qui choisissent l'entreprise souvent. Enfin, c'est un métier, si tu veux, créatif, mais Parrot, c'est une boîte vraiment cool et on fait vraiment des choses intéressante, c'est-à-dire moi ça a toujours été un peu mon fil conducteur. Moi j'ai toujours cherché à faire des trucs nouveaux qui n'existent pas, que ce soit avant tout intéressant. Donc cher codeur qui nous regarde, si tu veux faire des trucs intéressants qui n'ont pas été faits jusqu'à maintenant, envoie ton CV à Parrot, on te répondra. Et tu seras bien payé? Il sera bien payé en plus? Là, il sera payé. Oui, bien sûr, il sera bien payé. Quand même, non, mais je sais pas, je veux pas dire. Non. On va pas vous demander le chiffre, mais c'est important quand même. Il y a une compétition à ce niveau-là. Mais bien sûr que c'est important. Mais c'est pas le seul critère. C'est un métier
de talent, comme le cinéma. D'ailleurs, moi c'est un truc qui m'a toujours étonné, c'est qu'il y a 2 business en Californie. Il y a Hollywood et la Silicon Valley. Et ça se ressemble. Ouais. C'est ce qu'on cherche, c'est le succès. On cherche à faire un truc qui tape dans l'œil des clients, qui n'a jamais été vu. Ouais, ouais. Henri, vous restez avec nous. Ouais. Et François, on donne la parole à notre deuxième Mais invité. bien sûr. Clara et Chassou. Alors, vous, là on est dans une manifestation de code, mais vous, votre cœur d'activité, c'est du hardware en fait. C'est cette veste haptique. En quelques mots, vous nous la présentez vite fait? Exactement. Donc en fait, à la base, Actronica, c'est une start-up qui est spécialisée dans l'haptique. Pas seulement sur cette veste, c'est de l'haptique en règle générale. Donc l'haptique, c'est quoi? C'est la science du toucher. Et en fait, avec des vibrations tellement précises, on va vous permettre de reproduire le sens du toucher. Et effectivement, on a créé cette veste dans laquelle vous avez 20 actionneurs, on appelle ça des actionneurs, qui va vous permettre en fait de ressentir physiquement ce que vous allez voir en réalité virtuelle. Oui, si quelqu'un me prend dans ses bras, je vais le sentir. Exactement. Autour de moi. Exactement. Si François me bouscule, je vais le sentir. Aussi. Exactement. On va pouvoir faire de la lutte, du sumo, comme on aime bien, toi et moi. Ouais, mais en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, c'est dingue. Combien d'années vous avez mis vous avez travaillé ce produit combien d'années? Parce que ça doit être hyper compliqué à réaliser. Il y a du soft, il y a du... Comment oui, il y a dirais-je? quand même du soft, évidemment. Il y a du soft. Il y a Beaucoup du de soft. soft. Évidemment, mais après il y a toute l'électromécanique à l'intérieur de ce gilet en quelque C'est sorte. ça. C'est quoi? C'est de l'air comprimé? Pardon? C'est de l'air comprimé? Alors en fait, ce sont des moteurs en fait. Ce sont des moteurs Ah, des vibrants petits et c'est moteurs, une d'accord, c'est des technologie qui est moteurs. comparable à des haut-parleurs. Ça marche Ok. sur le même principe. D'accord. Et en fait, ce projet est né à la base d'un projet avec Facebook qui voulait travailler sur le toucher social. Comment est-ce que je vais me sentir si je ressens une caresse de quelqu'un que j'aime bien, de quelqu'un que je ne connais pas, et en fait voir un petit peu tout ça. Et nous, on a continué ce projet en interne en fait, donc ça fait 3 ans à peu près qu'on travaille dessus. Et voilà, et nous, on n'a pas voulu continuer sur le toucher social, mais plutôt sur le gaming, l'entertainment. Voilà, imaginez-vous dans un jeu vidéo où il y a une tempête d'un coup et vous vous faites tirer dessus, vous allez sentir... Non mais c'est super immersif en fait. Vous allez sentir le vent, la pluie et l'impact de la balle. Mais alors, parce que c'est pas totalement nouveau, hein, les combinaisons, les accessoires en retour haptique. Donc la particularité du vôtre, c'est ce que vous expliquez au niveau de la technologie, mais où est-ce qu'on l'utilise? On peut l'acheter pour soi ou c'est dans les salles de jeux spécialisées? Exactement. Donc en fait, nous, on va travailler avec des studios pour rendre notre veste compatible avec les jeux qu'ils créent. Nous, de notre côté, on essaye aussi de rendre compatible cette veste avec des jeux déjà existants. Donc là, d'ici la fin du mois, je pense qu'on aura bien travaillé aussi. On essaye de travailler au maximum sur la compatibilité parce qu'aujourd'hui, D'accord. si j'achète une veste, j'ai envie qu'elle soit compatible avec mon jeu préféré. Ouais. Donc c'est le Mais elle est B2C commercialisée existe. ou ça va arriver? Pardon? Elle est commercialisée ou ça Elle va est venir? commercialisée. Elle est commercialisée. Elle vient d'être commercialisée, là, il y a très peu de temps. Et en fait, on va aussi viser les B2B, donc des salles d'arcade, en fait. Les salles d'arcade, vous allez jouer en VR Ouais. et vous avez la veste équipée Salle sur d'arcade vous. comme tu adores. Ah ouais, moi j'adore ça. Juste une petite question, Clara, parce que en fait les débouchés de ce système, le retour haptique, parce que c'est comme ça qu'on appelle Ouais. ça, c'est valable dans le jeu vidéo, mais c'est valable aussi dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir. Et je sais que vous vous intéressez, vous explorez d'autres voies, comme Ouais. par exemple le retail. Exactement. En fait, à la base, on est intégrateur. Donc la veste, c'est un produit qu'on a, mais on est plus intégrateur et on va travailler principalement sur des projets. Et notamment, comme vous l'avez dit, dans le retail et dans le luxe, le but, ça va être d'immerger le consommateur dans l'univers de la marque qu'il consomme. Imaginez, je vais acheter mon sac Louis Vuitton. Et ben en fait, je veux pas seulement acheter mon sac, je veux avoir toute une expérience autour et donc créer, par exemple, donner vie à un produit. On peut intégrer totalement notre technologie dans un produit. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, je crois, avec un emballage de parfum, non? Exactement. Imaginez un parfum qui s'appelle Cœur Battant. Bah, quand vous allez le prendre en main, vous Ça allez tirait très avoir, bien en plus, Jérôme, toi. C'est Franchement, mon style. vous allez avoir On la va sentir sensation le- d'un cœur qui bat. D'un cœur qui bat. Ça peut être un peu D'accord. étrange. Hein. Oui, oui, mais, ah oui, il y a mais une c'est dimension un l'idée. peu. c'est quoi? C'est le packaging qui bat, enfin qui... Vous Alors, arrivez en fait, c'est- touchant à ressentir un cœur qui bat, c'est ça? Exactement. Et vous donnez C'est quoi? vie à- C'est du marketing sensitif, Du marketing haptique. tactile? Du marketing haptique, en fait. Du marketing, ouais, c'est ça. C'est créer une expérience autour de l'acte d'achat. Ouais. C'est que l'achat ne soit pas seulement un achat, mais créer de l'émotion, un souvenir, quelque chose de mémorable en fait. Dans l'automobile aussi, j'imagine, non? Exactement. Aujourd'hui, sur les tableaux de bord, tout est tactile, tout est épuré,
Mais sauf que quand je vais cliquer sur mon tableau de bord, je ne vais pas avoir de retour haptique en fait, m'indiquant que j'ai bien cliqué. Et nous, on va recréer ce bouton mécanique en fait pour donner une information autre que auditive et visuelle. Des choses auxquelles on s'est habitué aussi aujourd'hui un peu avec les smartphones. Exactement, c'est ça, oui. Alors on est là au cœur d'une manifestation de codeurs. Il y a beaucoup de développeurs chez vous? Beaucoup, oui. Combien? Oui. Alors, on est 25 à peu près. Il doit y en avoir une bonne dizaine, je pense. Ah ouais. Et là, vous regardez, vous essayez de recruter. En ce moment, vous recrutez de nouveaux codeurs Alors, ou pas il y a pas mal de gens qui sont venus nous voir un peu avec cet intérêt, etc. Et nous, oui, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu à l'écoute du marché, de ce qui existe. Il faut quelles compétences au niveau... Alors en fait... Bon, vous vous occupez pas des codeurs, je ne vais pas vous embêter avec cette question. Mais... Non, mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, vous avez le sound design, un sound designer. Ouais. En fait, ça va être du haptic designer. Et c'est quasiment le même métier. Et c'est d'ailleurs un métier qui va grandir. Hein, parce que l'haptic, en fait, c'est très peu connu, mais c'est le futur, clairement. Ouais, bien sûr. Voilà, la technologie haptique est une technologie qui est en train d'exploser. Merci beaucoup Clara pour toutes ces précisions. Merci, on vous laisse retourner sur votre stand qui est juste en bas là. Ouais. Exactement. Alors vous l'avez vu, on est en direct, il y a du bruit parce que là, voilà, il y a toute la soirée qui se déroule. On est en train de découvrir les meilleurs codeurs de France. Voilà, il y a beaucoup de monde ici à la salle Wagram. Merci beaucoup Henri. Merci beaucoup. On va vous libérer. Génial. Peut-être Merci, recruter les futurs développeurs de chez Parrot. Je vais descendre en bas, je vais les recruter. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, Allez faire votre marché. Voilà, c'est ça. Mais c'est dingue, tu as raison. En fait, les boîtes qui sont là font aussi leur marché. Ouais, bien sûr. Mais je pense que les développeurs aussi viennent faire leur marché. Évidemment. Merci beaucoup Clara. Merci à vous. Et on enchaîne avec notre deuxième partie. On a encore quelques invités à vous proposer pour ce Tech Hebdo spécial donc depuis la salle Wagram avec ce Tech Challenger. D'accord. Voilà, c'est la suite de cette soirée spéciale Tech Hebdo en direct à la manifestation Tech Challenger consacrée aux meilleurs développeurs de France. Et alors, d'autres développeurs nous ont rejoints. Attends, tu sais quoi? Nous avons l'un des YouTubers les plus suivis au monde. Eh oui, je sais. Au moins. Alors, j'exagère un peu, mais pas loin. Salut Mickaël. Mais quel plaisir d'être ici. Ben, franchement, sur votre plateau. Eh oui, vous êtes des légendes. Alors il faut parler un peu fort parce qu'il y a du bruit, il y a de l'ambiance, mais tout va bien. Merci d'être là. YouTuber, donc Micode, les techniciens qui sont là disaient Micode vient sur le plateau de Tech & Co, génial, 1 million d'abonnés sur l'une de tes chaînes, parce que tu en as plusieurs quand même, je me permets de te tutoyer. Je t'en prie. Et donc voilà, tu es ici, évidemment, pour tous ceux qui suivent un peu ce que tu fais, tu es très pédagogique sur l'informatique, tu parles de cybersécurité, des arnaques, tu ouvres un peu les yeux à tous les jeunes qui te suivent. Finalement, c'est un peu ce que tu fais. Comment t'es tombé là-dedans en fait? En fait, moi, à l'origine, j'étais très ennuyé par mes cours à l'école. Et donc, je cherchais des passe-temps. Et un des passe-temps que j'ai trouvé, c'est ma calculatrice. Parce que les calculatrices de lycée permettent de faire de la programmation. Eh oui. Et c'est le meilleur moyen de passer son temps à coder des petits jeux, des choses comme ça. Et en fait, je suis tombé là-dedans comme ça, par ennui en fait, de mes cours. Et je me suis retrouvé à coder mon premier jeu. Et voilà, j'ai passé toute l'année à faire ça. J'avais des notes terribles, mais voilà, je suis tombé amoureux depuis ce jour de la programmation, de c'est magique, ce pouvoir. C'est magique, c'est de la création. Exactement. En temps réel, il n'y a pas d'équivalent. À aucun autre endroit, il y a cet équivalent d'écrire des lignes d'un langage bizarre et de créer de instantanément. faire quelque chose à une machine. C'est fou. Mais alors c'est rigolo parce que la création, c'était aussi la vidéo. Je crois que tu étais très intéressé par la vidéo. Donc évidemment, forcément, YouTube est arrivé très vite. Voilà, exactement. Donc j'ai allié les deux. J'ai créé cette première chaîne-là où je me suis mis à parler de hacking. Parce que je ne sais pas pourquoi, moi ça m'intriguait. Il y a un côté très sulfureux au hacking. On ne sait pas comment ils font. Exactement, on ne sait pas comment tout ça fonctionne. Et je ne comprenais pas pourquoi personne n'en parlait. Et donc j'ai créé cette première chaîne qui parle pas mal de cybersécurité pour après ouvrir sur plein d'autres sujets liés à la tech en général, à l'IT, au développement et tout. Jusqu'à enfin créer cette j'ai entendu mon nom là. Jusqu'à enfin créer cette émission qui s'appelle Underscore. Qui est un podcast, alors qui est sur Twitch et qui est aussi un podcast audio. Exactement. Donc ça ressemble à cette table. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc voilà, on est comme ça. On reçoit des experts, on reçoit des jeunes aussi. Et qui est ton public, tu sais? Des professionnels? Eh ben, franchement, c'est dur à dire parce que comme on va le voir très bientôt. C'est vrai, il y a un de tes spectateurs qui est là, avec nous. Qui nous a rejoint. Gaston. Salut Gaston. Bonjour.
Bonjour. Le plus jeune développeur du concours, Gaston. 11 ans, c'est fou, c'est fou. C'est dingue. Bienvenue sur le plateau de Tech & Co. Est-ce que tu connaissais Micode? Oui, bien sûr. C'est vrai, tu le Oui. suivais? Oui, Tu lui as demandé un petit selfie, une Oui. petite photo et tout. Oui. Ça va, il est cool, il a l'air cool quand oui, même. Hein. oui, ça va, il est très gentil. Alors attends, tu as 11 ans, c'est ça? J'ai 13 ans. 13 ans, 13 ans, pardon. oui, 13 ans. J'ai commencé à 11 ans, Tu as commencé à coder à 11 ans, Ah oui. c'est ça? c'est ça, Et aujourd'hui, tu as 13 ans c'est ça, et tu es le plus jeune codeur qui participe à ce Tech Challenger, c'est ça. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais comme programme? Je fais des programmes assez utiles, enfin pour moi. Mon frère, par exemple, avait comment ça s'appelle, un rallye lecture et du coup, il devait lire le plus de livres rapidement. Et j'ai créé un programme en Python qui me permettait de, dès qu'il rentre le nom du livre, aller chercher un PDF avec questions-réponses, du coup résumé du livre sans l'avoir lu. Waouh. Et ça, tu l'as fait à quel âge? Ça, je l'ai fait cette année, ça m'a pris 10-15 minutes, ça va, c'est rapide. Et alors, c'est rigolo parce que tu as eu ton premier ordi, si mes sources sont bonnes, À 11 ans, pendant le Covid, c'est ça. parce que forcément, comme tout le monde, tu t'ennuyais. Oui, c'est ça. Je crois que ton département, enfin la région où tu es, C'est t'a ça. fourni un ordi. C'est ça. Et c'est là que tu as eu une espèce d'illumination en C'est fait. ça. Je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai voulu un peu bidouiller et j'ai fait des petits programmes en BAT et en VBS, c'est des faux virus. Ça sert à strictement rien à part afficher un message très moche sur l'ordinateur et du coup j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit qu'on pouvait faire des trucs incroyables avec. Voilà. Michael, c'est dingue de voir. Bon, alors c'est aussi ton audience, Mais c'est ça oui. qui est top. Mais justement, on en parlait, ça va de ça à. Et là, tout à l'heure, je discutais avec des papas. Ouais. Alors, souvent, ils assument un peu moins parce que, bon, YouTube, on pense que c'est que pour les jeunes et tout. Mais non, Alors qu'en réalité, Bah il non. n'y a aucune bah raison. non. Exactement. Et regarde, donc- nous on est sur YouTube. Hein. Bah voilà, non, Bah mais voilà. y a aucune raison. Et donc c'est aussi large que ça, c'est vraiment fascinant. Bon, je pense que quand même c'est une exception. Je dirais que ça commence plus vers 17-18 ans, Ouais. l'intérêt vraiment surtout pour la technique un peu dure, parce que moi j'ai discuté avec Gaston tout à l'heure. Il est fort. Moi, il rigole pas du tout. Non, Il non, rigole pas C'est Ah vrai non, il rigole zéro, vraiment. Mais c'est dingue parce qu'il a son. Enfin, après, il commence dans la vie, mais il a peut-être son destin tout tracé. Mais c'est dingue parce que j'imagine que tu dois susciter tellement de vocations en fait, Et ben, parmi ton audience. Ouais, sans vraiment l'avoir prévu. Hein. C'est-à-dire que nous, principalement, ce qui nous motive, c'est que on est fans de ces sujets-là. Voilà, on est des gros nerds, on peut le dire. Voilà, on l'assume. Et donc, on adore parler de ça. Et on est entre copains, on reçoit des invités. Et c'est vrai que, sans s'en rendre compte, ça déclenche de l'intérêt qui se transforme en Bien passion, sûr. qui se transforme en des gens qui essaient, voilà, pour la première fois le code. Et bon, peut-être qu'ils vont carrément faire leur carrière, ou peut-être qu'ils vont simplement dans leur métier être un peu plus conscient et comprenant un peu mieux notre monde de fou numérique, quoi. Tu veux en faire ton métier, Gaston? Oui, je pense, Oui. oui, ça a l'air bien. C'est sûr. Oui, je suis sûre. Qu'est-ce Et que de- tu veux faire comme Voilà. formation du coup? Qu'est-ce que je vais faire comme formation? Ouais. Je sais pas trop, je pense je vais m'orienter vers les applications, créer des applications, voilà. Des Et applications mobiles? non, pas Non, forcément non. mobile, mais un arrière-plan peut-être D'accord. sur des applications mobiles. Et dans l'intelligence artificielle, je vais commencer à me former dans l'intelligence artificielle avec, Ah oui. voilà. À mon avis, c'est une bonne idée. Je crois que c'est un sujet porteur. L'intelligence artificielle, c'est pas mal. Je pense que ça peut marcher, c'est pas sûr. Hein. Mais, et surtout, ne Mais- deviens pas youtubeur comme Michael, ça marche pas. C'est pas un truc qui est cool. Non mais sérieux, je plaisante, mais Oui. t'aimerais faire des vidéos aussi ou pas? Moi, être filmé, forcément, ça me plaît pas forcément maintenant, peut-être plus tard. Mais pour l'instant, non, ça va, voilà. Non, parce que j'imaginais déjà la future génération avec Bah Gaston. ouais, la quoi. relève, hein, la relève. Et alors comment tu organises tes journées? Il y a une partie vidéo, il y a une partie code, il y a une partie vie Eh privée, il y ben, a quoi? en fait, maintenant, comme comme vous le disiez, il y a plusieurs chaînes. Ouais. C'est beaucoup de contenu quand même. Et donc, il y a une équipe évidemment derrière. D'accord. Et donc, mon travail à moi, c'est d'aller voir des monteurs, des développeurs, des journalistes et de faire en sorte que toute cette tambouille fonctionne. Et c'est vrai que mon péché mignon, ça reste toujours le code en fait. Mais c'est étonnant parce que c'est devenu un peu plus mon hobby. C'est-à-dire que je peux moins en faire pendant mon travail, mais du coup, le week-end, ça peut paraître fou, mais en fait, parfois, ouais, je oui, me remets à tu faire fais du quoi? dev. Ouais. Ben, je bosse sur des applis. En gros, comme on est une équipe d'audiovisuel, donc on a beaucoup de métiers qui ressemblent à l'audiovisuel, et pourtant on est des techs. Et ça, c'est assez rare. Et donc, on voit plein de problèmes dans la production audiovisuelle. Et donc, on crée des logiciels pour nous aider à produire de meilleures vidéos, de meilleures émissions. Et on les propose à d'autres entreprises aussi. Et donc, voilà, c'est Super. ouais, c'est des Ah, applis. il faut qu'on se voit. Tu pars pas, moi je vais te parler après alors. Michael, encore une question sur
l'actu du moment, puisqu'on est là dans ce monde de développeurs de codeurs. Tout le monde parle de ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en ce moment, on fait tous nos contenus là-dessus parce qu'on est trop fans et on passe notre temps à essayer des nouvelles choses, à le retourner dans tous les sens. En fait, je pense que... En fait, ce qui me fascine le plus, c'est qu'en un mois, il y a un mois, personne ne connaissait l'existence de cet outil-là. Exactement. Un mois plus tard, c'est complètement fou à quel point tout le monde trouve ça évident, à quel point ça a déjà intégré les habitudes de beaucoup de monde dans leur métier, et à quel point les développeurs s'en sont saisis pour créer de nouveaux produits qui découlent de ChatGPT. Donc c'est pas seulement le site chat.openai, c'est tout ce qui se crée autour. Oui, Et tout l'écosystème, les startups qui attaquent GPT-3 en fait via exactement. les API, etc. Nous, on a parlé longuement hier de toutes les extensions pour navigateurs qui ont été créées qui permettent de rendre ChatGPT encore plus intelligent. Ouais. Donc par exemple des extensions Google. Voilà, des extensions pour Chrome et par exemple qui viennent résoudre certains problèmes que certains ont quand ils commencent à utiliser l'outil. Ça peut faire peur. On se dit voilà, j'ai pas d'idée. On m'a montré des trucs super cool à la télé, mais là je suis devant mon clavier, je ne sais pas quoi écrire. Et ben il y a des gens qui ont créé des communautés qui se partagent des prompts. Il y a des gens qui passent des heures dans du prompt engineering, donc c'est-à-dire c'est dingue. À trouver les meilleures formulations pour tirer le plus de potentiel. Donc ça me fascine. Et je pense qu'on est que au tout début de ce qui va arriver. Bien sûr. Ouais. Gaston, tu te sers de ChatGPT, toi, ou pas? Moi, je m'en sers. Pas pour les devoirs, hein? Non, pas pour les devoirs. Non, en fait, je m'en sers. Parce que tes parents regardent. Parce qu'il y a GitHub Copilot. Et tes profs surtout. Oui. Il y a GitHub Copilot qui est sorti. Et du coup, je peux pas l'utiliser car c'est payant. Et du coup, je me sers de ChatGPT pour ça. Et j'ai eu l'idée d'un programme, d'un compagnon virtuel. En fait, pour les personnes âgées ou pour les personnes très seules. C'est d'un compagnon qui pourrait, avec une assistance vocale, parler à la personne, lui répondre en fonction avec ChatGPT. Parce que l'API est très puissante et si on lui demande d'être un assistant, un ami d'une personne qui s'appelle José, imaginons, qui a 64 ans et qui est seule, et on lui donne tous ses intérêts. 64 ans en plus, c'est très très vieux. Hein. Non, mais voilà. Non, mais, et qu'on lui donne ses passions ou à quoi ça l'intéresse. Eh ben, elle pourrait générer une discussion avec un agent conversationnel en quelque sorte. Un agent conversationnel. Ouais. Bon, c'est un peu triste quand même tout ça. C'est en cours de création. Gaston, merci d'être venu sur le plateau de Tech & Co. Merci à vous. C'est cool. Michael, merci. Et ben avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Honnêtement, moi je vous le dis, je vous regarde depuis que je suis tout petit. Donc, c'est vrai, mais oui, c'est trop mignon. Mais c'est vrai. Mais tu vois, il va falloir que tu viennes dans nos émissions un de ces jours. Là, il y a un peu 3 générations qui se sont passées un flambeau. Mais tu sais que c'est nous qui avons créé YouTube avec nos pelles en 2006 avec Jérôme. C'est vrai, on était là. C'est le cas, sans rire. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Tech & Co. Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme, ça nous file un coup de vieux toute cette histoire quand même. Ah non, moi j'adore. J'ai l'impression d'être dans le bain, dans mon élément. Allez, on enchaîne avec nos 2 autres invités qui arrivent sur ce plateau. Voilà, les invités qui passent devant les caméras. Mais c'est pas grave. C'est normal, mais bien sûr. C'est du live, c'est ça qui est bien. Avec un peu de bruit aussi. Je vous rappelle que si vous venez nous rejoindre, on est à la salle Wagram, en direct sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, sur YouTube aussi, pour vous faire vivre donc cette édition de Tech Challenger 2023, Jérôme. Voilà, avec 2 invités qui nous ont rejoints pour nous présenter encore d'autres innovations. Nous recevons tout d'abord la société Mainbot. Ouais, avec Boris Kessler. Salut Boris. Hello, ravi de vous revoir. On avait échangé il y a un moment, mais bien sûr. vous rappelez peut-être de Winky. On s'en souvient, vous étiez venu à Village Startup. Oui, tout à fait. Exactement. Très bonne mémoire. Vous êtes directeur général de Mainbot. Oui. Voilà. Et puis à côté, de ton côté, Jérôme. Adrien Mamoumani, cofondateur de High Vibes. Oui, tout à fait. High Vibe. Voilà, je suis le PDG, cofondateur, ancien chercheur en acoustique qui adore transformer les objets en haut-parleurs. C'est vous qui avez inventé une guitare de fou. Merci. En tout cas, c'est ça. On transforme des guitares acoustiques traditionnelles dans ce qu'on appelle des smart guitares. Ouais. Donc grâce à ça, plus besoin de pédales, plus besoin d'ampli. Par la vibration de la table, la caisse de la guitare, on a toute l'expérience digitale du musicien qui est intégrée via l'instrument lui-même, quoi. Ouais, ça te fait plaisir, toi. Jérôme, il est codeur, il est guitariste. Franchement, il y en a, il a juste à côté. Je montre. Non, mais là, t'es bien, t'es chez toi, là, vraiment. Complètement, Oh là là. Voilà. Bon, mais c'est quoi iVibe? iVibe, c'est une entreprise avant tout de technologie sonore vibratoire.
on transforme les objets en haut-parleurs, on est entouré de haut-parleurs, mais souvent ça prend de la place, c'est lourd dans une voiture, dans une guitare si vous voulez vous brancher sur un ampli. Et donc nous on design et on commercialise des produits qui font que sa voiture, ça va devenir son propre haut-parleur sans avoir ces moches haut-parleurs qui sortent de la voiture et le volume que vont prendre les subwoofers ou bien les guitares. C'est nos deux marchés principaux. Mais Adrien, le son sort d'où dans une voiture par exemple avec votre technologie? Parce qu'il faut bien des haut-parleurs quand même, non? Non. En fait, nous, on fait vibrer. C'est surfait, Pardon. Mais c'est vrai. Oui, en fait, on va dire que c'est la voiture qui devient haut-parleur. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on a des petits moteurs. Vous connaissez peut-être les moteurs. On a Actronica ici qui développe des actionneurs. Exactement. Ils étaient avec nous tout à l'heure. Donc nous, on conçoit aussi des technologies, tout à fait. Sauf qu'au lieu que ça soit comme Actronica pour faire des retours tactiles, du feedback tactile, nous, c'est sonore. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui collent des petits objets pour transformer un peu des objets en haut-parleurs comme ça. Sauf que nous, on dit que le métal, ça sonne comme du métal, le plastique comme du plastique, du bois comme du bois. Et grâce à nos technologies brevetées, n'importe quelle matière sonne comme une enceinte hi-fi en fait. D'accord, ok. Du coup, ça permet de faire des haut-parleurs qui ne sont pas des haut-parleurs, qui sont très plats, j'imagine, qu'on peut mettre un peu... On fait les haut-parleurs les plus fins du monde, puisque à la fin, notre plaque plus notre technologie, ça fait 2 cm, quelque chose comme ça. Ouais. Et surtout, l'expérience sonore est unique. Parce qu'en fait, imaginez une voiture, si vous avez votre vitrage avant qui produit le son entièrement, vous avez une immersion qui est énorme comparée à ce que vous avez le son qui sort de petits haut-parleurs. C'est vraiment ça la technologie de base, sauf que la vitre, ça a des propriétés spécifiques et grâce à iVibe, la vitre sonne comme une super enceinte. Adrien, si je parle de votre technologie à Monsieur Cabas, par exemple, ou à Monsieur Haute Fidélité Harman, ils rigolent ou ils prennent ce truc au sérieux parce qu'eux, ils ont mis des dizaines d'années à développer des haut-parleurs avec on va dire une tessiture, des choses comme ça. Est-ce que, avec votre technologie, on peut avoir une qualité de son équivalente? Alors, on a une qualité de son qui est reconnue par des experts. On fait passer dans notre showroom des experts connus et qui trouvent que notre qualité de son est très haut de gamme. On est sur du son haut de gamme, on n'est pas sur du gadget, quoi. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, nous, on ne se positionne pas du tout sur le marché du luxe. On ne va pas les taper dans du marché de Vialet, de Cabas, de ces gens-là. Nous, on est plutôt dans l'idée que finalement, avec quelque chose qui est plus petit, plus léger, qui finalement a une empreinte écologique beaucoup plus faible, on a une expérience qui peut être unique parce qu'on profite des surfaces. Donc je pense que on discute avec des gens qui sont des fournisseurs audio B2B par exemple, et ça les intéresse. Ils sont intrigués, ils font eux-mêmes des recherches souvent là-dessus. Maintenant, il n'y en a aucun qui se lance. Il y a un côté disruptif qui est gênant parce qu'en effet, il y a une dépendance aux gens qui font les plastiques, les vitres. Il y a cette dépendance-là. Il y a une industrie qui est très installée. Donc il y a tout un écosystème complexe et nous, on essaie un peu de rentrer là-dedans et de casser ces habitudes. Très brièvement, une question vraiment pratico-pratique. On peut avoir des basses aussi avec... C'est surtout ça, parce que si on pense à la voiture, souvent c'est les basses qui posent problème parce que ça prend jusqu'à 19 litres dans le coffre quand on veut mettre son subwoofer. Donc les boomers qui sont dans les portes, ça prend aussi beaucoup de place, mais on dégage tout ça et on fait vibrer. Ça peut être plein de choses différentes, je ne peux pas rentrer dans le détail, on est soigné avec pas mal de marques, mais dès qu'il y a un gros panneau, en fait, iVibe peut transformer ça en une grosse enceinte. C'est un boomer potentiel. C'est ça. C'est le tuning un peu de demain, c'est du tuning sans haut-parleur par la vibration. Est-ce que c'est une technologie qui coûte cher? Alors aujourd'hui, on vend des kits pour guitare en B2B ou en B2C. En B2C, au particulier, on vend à 400 €, 400 €. Notre site, on a un réseau d'installateurs qui va installer ça dans les guitares. On a des partenariats avec des marques de guitares, en particulier la marque française, une belle marque de française qui s'appelle Lag, qui eux font des guitares à partir de 1 000 € avec notre système préintégré. Et quand on fait des travaux plutôt, aujourd'hui c'est des preuves de concept qu'on fait dans l'automobile et qu'on valide, on vend des kits qu'on va venir installer à quelques milliers d'euros. On peut avoir transformé chez des constructeurs des voitures en haut-parleurs à quelques milliers d'euros jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros selon la complexité. Et aujourd'hui, un peu si je suis là, c'est pour double actualité. Dans le cadre de la musique, on va sortir des produits pour guitare plus faciles à intégrer justement pour les particuliers avec des interfaces utilisateurs différentes et moins chères en l'année 2023. Et côté automobile, on rentre dans l'accélérateur du Refactory de Renault dans les prochains mois. Vous avez peut-être entendu parler de ça, le Hub Refactory. Donc on va aller à Flins, on va avoir un bureau là-bas et on va pouvoir voir comment dans un cadre de rétrofit et d'intégration, le design des produits iVibe va faciliter ces voitures de demain. Avec le Graal, votre technologie dans les voitures Renault dans quelques années alors? On espère. On est aussi avec d'autres constructeurs, non, mais bien sûr. Verra. Mais voilà, par exemple Renault, on les adore. Entre autres. Avant de donner la parole à Boris, revenons à cet endroit ici, Tech Challenger. Oui.
évidemment, le métier que vous faites est hyper technologique. Tout à fait. Forcément. Beaucoup de codeurs chez vous? Beaucoup de codeurs, j'imagine, de développeurs. On est une petite équipe, on va dire qu'on est 10 ingénieurs, chercheurs chez iVibe, plus une dizaine d'ingénieurs avec qui on travaille en freelance qui sont à côté de nous. Et nous, en fait, on a cette rencontre assez marrante. Du coding vraiment, donc on fait plutôt du C embarqué si on rentre un peu dans le détail. Donc on embarque du C dans des microcontrôleurs et à très faible latence pour corriger les surfaces extrêmement vite. Donc ça a besoin de connaissances spécifiques en automatique et en coding de C embarqué. Ouais. Et la rencontre de ce monde-là avec le monde de l'audio, de la vibroacoustique, de la matière. Donc si vous passez à notre showroom, vous verrez, on tape sur des vitres et on les fait sonner comme du bois, C'est assez, on a vraiment cette rencontre-là. Donc voilà, on est à la recherche toujours de codeurs qui ont cette fibre-là sonore et musicale. Alors, super. Maintenant, on va s'intéresser à notre deuxième invité avec Mainbot, donc, et Boris Kessler. Alors là, c'est un autre sujet, c'est l'éducation. Rajouter du ludique dans l'éducation avec le petit robot, mais aussi la VR. Racontez-nous un peu ce que vous faites. Déjà, bravo à iVibe, ravi d'avoir un confrère du hardware autour de la table. Le hardware parce que c'est vrai que le hardware, c'est vrai, c'est pas très compliqué. Et on se suit depuis longtemps. Et effectivement, j'avais déjà pu échanger avec iVibe. Alors effectivement, nous, on avait déjà échangé en 2020 autour de notre petit robot Winky, donc un robot pour enfants qui apprend le code et l'algorithmie, en à peu près un enfant en école primaire. Donc on était vraiment là, le projet a bien marché, on en a écoulé 20 000 un peu partout en Europe, on est toujours chez Fnac, Galeries Lafayette. Et on a eu une idée un peu folle en 2021, on était en train de coproduire tout un univers à la télé, dont je ne peux toujours pas parler, mais il est en cours de prod. Et on a eu l'idée d'adapter l'univers en un métavers, un énorme monde virtuel connecté à la blockchain. Alors plus pour enfants, mais toujours avec la même finalité et le même objectif de Mainbot, qui est de préparer au monde de demain. Nous, quand on a créé Winky, on a voulu préparer l'enfant au monde de demain. On est toujours convaincu que demain, il faudra parler l'informatique comme il faut parler l'anglais aujourd'hui. Et on est également convaincu que dans le monde de demain, il y aura plein de mondes virtuels, plein de métavers, qu'il y aura de la blockchain. Génial. Et voilà. voilà. Alors, attendez, parce qu'on part dans le métavers, dans la blockchain, tout ça, et vous nous apportez un petit lapin, là. Ouais. Donc, c'est quoi le lien ? Alors, donc, nous, on a d'abord fait un robot pour préparer un enfant au monde de demain, donc lui apprendre l'algorithmie et l'informatique. Aujourd'hui, on a fait le choix de connecter notre robot au métavers, qui est en pratique un jeu vidéo connecté à la blockchain, un jeu vidéo éducatif, dans lequel il y aura plein de contenus éducatifs. Vous pourrez apprendre les mathématiques, l'IA, l'algorithmie, il y aura de la géographie. C'est pédagogique. Voilà, il y a un vrai enjeu pédagogique. Et donc le robot, là, lui, il est physiquement présent dans la chambre de l'enfant, mais il sera aussi présent dans le jeu. C'est ça ? Voilà. En fait, il va jouer le rôle de télécommande. Typiquement, vous pourrez naviguer dans le jeu avec le robot. Il va jouer le rôle d'avatar également. C'est-à-dire que votre avatar bipède humanoïde va être accompagné du robot. Donc, il joue un rôle de Tamagotchi dans le monde réel également. Et pour nous, le robot est vraiment un lien entre le réel et le virtuel, en fait. Donc, il y a tout un enjeu il va vous notifier quand il y a des nouvelles quêtes dans le monde réel. Il pourrait également rematérialiser du monde virtuel. Dites-moi, ça rappellerait pas un petit peu un certain comment il s'appelait Carotte, mais et avant Carotte, tu veux tu veux dire non. J'ai oublié le nom. Navastag. De violet, racheté par Aldébaran. Voilà, exactement. Alors pour l'anecdote, on a énormément de gens de chez Aldébaran, chez Mainbot. Bruno, qui est le fondateur et même au capital de Mainbot. On a des gens de chez Mécano également, donc on avait déjà une forte affinité hardware. Et là, depuis notre pivot, on a énormément de gens de chez Ubi. Là, on est 80 aujourd'hui à peu près. On a levé 30 millions, on est en plein développement. D'accord. Le métavers a quand même le vent en poupe, tout comme l'éducatif depuis 2020, depuis le Covid. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Il y a des trucs sympas en France quand même, sur le métavers, sur le jeu. Il y a Powers aussi. Je connais très bien Emmanuel. Je lui dis bonjour bonjour d'ailleurs. Voilà, on le salue Emmanuel, qui souvent intervient dans nos émissions. Tech Challenger, important d'être là aussi ce soir. Oui, je dirais que Mainbot est avant tout une boîte de EdTech qui cherche à préparer les gens au monde de demain. On a d'abord eu un gros challenge avec l'enfant. Dès qu'on l'a développé un peu partout en Europe, on a voulu franchir un nouveau challenge. Et aujourd'hui, on cherche à préparer les jeunes adultes, les 24-44 en gros, avec notre métavers, en les préparant au monde de demain. Donc on leur apprend la blockchain, on leur apprend la robotique, on leur apprend l'IA, on leur apprend tout un tas de thématiques.
Et Tech Challenger pour nous qui est une opportunité de préparer les plus jeunes. Donc il y a notre robot en cadeau. On est fiers d'être partenaire de l'événement. Vous l'avez peut-être vu, il y a le logo Mainboat un peu partout. Et qui est vraiment pour nous une nouvelle opportunité de défendre notre objectif, le pourquoi de Mainboat, qui est de préparer le plus grand nombre au challenge de demain à travers l'éducatif. Pour tous ceux qui nous regardent, qui ne savent pas trop dans quelle direction ils vont, franchement, le métier de codeur, de développeur, c'est l'avenir. C'est quelque chose que vous incitez à promouvoir auprès des jeunes, en fait. Oui, nous, on est vraiment convaincus que les nouvelles technologies évoluent très, très, très vite. Notre environnement évolue très vite, les technologies l'impactent énormément. Tout est coding. Dans de la technologie, il y a toujours de l'informatique de près ou de loin. Donc le fait de préparer au monde de demain et d'abord de leur apprendre et de leur comprendre comment le monde d'aujourd'hui marche et comment les nouvelles technologies évoluent. Donc d'où le fait que pour nous, le coding et notamment Tech Challenger avec le hackathon autour du code était vraiment dans la continuité de nos valeurs et de notre objectif en tant que boîte, en tant que Mainboat. Eh bien, merci beaucoup Boris d'être passé par le plateau Ravi. de ce Tech Hebdo depuis Tech Challenger, directeur général de Mainboat. Et merci Adrien. Avec plaisir, merci à vous. Et bonne Adrien continuation Mamou-Mani, donc, à tous les deux, de la tech française, du hardware français, du savoir-faire français. Franchement, Ouais. chapeau. C'est cool. On n'a pas terminé. Petit jingle, nos 3 invités s'installent et on aura le gagnant, le codeur gagnant, The gagnant de de ce la Tech soirée. Challenger. Tu es prêt? Bah, Parce que tu vas coder avec lui. Hein. Oui, alors ça va pas être C'est triste. pas gagné. hein. Bon, J'ai hâte de d'accord. faire sa connaissance en tout cas. Allez, à tout de suite. Voilà, le temps que nos invités. C'est pas grave. Voilà, on se dit au revoir, Voilà, ça- y a pas de souci. C'est pas fini, vous allez voir. Il y en a Mais d'autres voilà, qui vont nos passer invités juste devant la s'installent. Messieurs, caméra, c'est allez-y. normal. Installez-vous, On on est en s'installe. direct. Voilà, messieurs, asseyez-vous, installez-vous. Alors, il va nous manquer une chaise, mais c'est pas grave. Le jeune homme va rester là avec nous. Voilà, On va venez trouver par un ici. moyen. On est en direct hein, ce soir, donc Oui. c'est ça qui est cool. On va vous présenter nos invités. Alors, j'ai Alexandre Cossignac et David Guillot. Vous êtes Marc Dolois. Je dois donc remplacer Alexandre Cossignac. Ah, eh bien écoutez, je n'étais pas au courant. Bienvenue. Vous représentez quand même VMware. Merci, oui, je suis le directeur général de VMware France. Eh bien écoutez, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Super. Et vous êtes David bien, Guillot est vous avec êtes nous bien aussi. David Guillot. Et moi, vous. je suis bien David Guillot. Moi, j'ai le vrai. Alors, on le voit pas. Il est Ah là oui, sur la donc, caméra, là on voilà. le voit. Voilà. La caméra est Ouais. là-bas. Ça Je fait presque suis- photo de famille, t'as vu? On est bien là. Ça fait presque C'est photo de magnifique. famille. Vous auriez Bonsoir, pu David. laisser le. Bonsoir. Et puis donc, nous avons notre codeur qui est là, qui vient d'arriver. Comment t'appelles-tu? Arthur. Arthur Ça, c'est un Léonard. prénom qui est cool. Arthur Léonard, c'est chouette. Ah oui. Arthur et mon nom c'est Léonard. Ah oui, voilà. bah oui, Arthur, bien sûr. d'accord. On va t'appeler Arthur alors, ça Oui. va? Bon, Bravo alors, Arthur. félicitations. Merci. Tu as gagné le premier prix, c'est ça? Exactement. Oui. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui a convaincu le jury? C'est parce que j'ai été plus rapide. Donc il y avait 3 exercices à résoudre en 1 heure. Moi j'ai résolu l'ensemble des 3 exercices en à peu près 35 minutes. Et le deuxième, je Et sais les pas autres, ils son continuent, temps. c'est ça? Non, au bout d'1 heure, tout s'arrête. D'accord. Et oui, les autres continuent pendant l'heure, on n'a pas le droit de se lever. Donc moi j'ai commencé à jouer au Snake parce que j'avais pas grand chose ouais. à faire. Ah oui, t'étais le mec énervant à l'école qui a fini avant les autres, c'est ça? Peut-être. Ah là je sais là, pas, ouais. Il dit, mes tu anciens sais, camarades diront. Il nous dit peut-être, c'est pas sûr. Ouais. T'as commencé à quel âge à coder? J'ai commencé vers 12-13 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans. 21 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, Ça fait donc 9 ans que tu t'as- codes en fait. Oui, presque. Et comment ça t'est arrivé? Comment t'es tombé dedans en fait? En fait, au départ, je programmais sur calculatrice Casio, des petits jeux pendant mes cours de maths. Puis à un moment, sur l'ordinateur familial, j'ai continué à développer des jeux avec un logiciel qui s'appelle Game Maker. On développe avec des blocs. Puis à un moment, il y a mon cousin qui m'a dit hey, regarde, il y a un concours d'informatique, on peut gagner un ordinateur. C'était organisé par l'association France IOI à l'époque. C'est l'association en France qui sélectionne les candidats aux Olympiades internationales. Et donc j'ai été sélectionné pour le premier stage d'entraînement auquel j'ai participé. Et depuis, j'ai continué. D'accord. Et donc tu veux en faire ton métier, j'imagine? Oui, donc soit dans la recherche, soit dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas encore vraiment. D'accord. Super. Hein. Incroyable là quand même. Hein. Bon, bravo. Bon. Messieurs, ça vous impressionne, j'imagine? Ah ouais. Très Ça vous impressionné, impressionne? 13 ans, 21 ans, c'est beau hein. C'est beau quand même. C'est beau. C'est chouette. Bravo, Arthur. Gaston tout à l'heure, Ouais. plus jeune Incroyable, développeur. incroyable. Alors peut-être un mot sur VMware, hein, qui est une boîte, on va dire, assez B2B malgré tout. Présentez-nous ce que vous faites.
VMware, on est créé depuis 20 ans. On est là pour accompagner nos clients dans leur transformation, dans le multi-cloud et transformer les applications. On voit aujourd'hui de plus en plus les applications doivent être au plus proche des consommateurs. Donc nos clients ont ce challenge-là et donc nous on les accompagne. On les accompagne à faire cette transformation dans le multi-cloud autour de 3 briques. La sécurité, comment on réduit l'empreinte carbone et comment on génère des économies. Et puis la souveraineté aussi, non? Et la souveraineté, c'est un sujet important. Est-ce que vous voyez de plus en plus de vos clients qui vous disent, bah voilà, où sont stockées mes données? Est-ce qu'elles sont sécurisées, L'ensemble des clients, aujourd'hui, je crois que c'est un grand problème pour eux, de savoir comment aujourd'hui je manage cet environnement cloud, comment je manage cette data. Donc nous, VMware, on permet aux clients de manager cette data dans un environnement multi-cloud, privé et public, et d'amener de la sécurité autour de la data. Sur la partie souveraineté, on travaille avec notre partenaire OVH pour cet élément-là, pour amener un cloud souverain à nos clients, et majoritairement nos clients publics. Alors vous travaillez avec OVH, mais vous êtes agnostique. J'imagine que vous travaillez aussi avec les grands clouds américains. Avec tous les providers, les cloud providers de cloud américains. On travaille aujourd'hui avec AWS, Microsoft, Google, IBM, Oracle, donc beaucoup d'acteurs. Et on permet à nos clients d'avoir aujourd'hui de la flexibilité dans l'utilisation de leur multi-cloud, privé ou public. Très bien, vous restez avec nous, bien sûr. J'aimerais donner la parole à David Guillot. David Guillot de C'est un peu votre soirée là ce soir. Déjà, je voudrais vraiment féliciter Arthur qui a été premier sur 3000. Et alors, c'est pas un jury, en fait, c'est vraiment des exercices de code qui sont les exercices de code les plus difficiles qui existent sur le marché. C'est comme un examen finalement. C'est comme un examen. Et sur 3000, il arrive premier. Et Arthur, il est modeste. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il est rentré à Normal, qui est quand même l'école la plus difficile en maths et en code, quasiment en terminale. Il avait fait juste une première année de prépa, alors que généralement on met 2 ans ou 3 ans pour rentrer à Normal. Il est rentré en 1 an. Il est un peu doué alors. C'est juste un gros surdoué. Juste un gros balèze. Alors David, après nous... Non, juste, je voulais vous présenter, parce que pour qu'on sache dans quel contexte vous parlez, vous êtes le directeur de la transformation des technologies chez AXA, qui est partenaire en fait de cet événement. Et évidemment, en tant que Monsieur Innovation chez AXA, j'imagine que ce rendez-vous est très important pour vous. Ça sert à quoi en fait ce concours pour AXA? Oui. Alors effectivement, donc moi mon boulot chez AXA au comité exécutif d'AXA, c'est de gérer toute la technologie et la transformation de la société à partir de la technologie. Pour faire quoi finalement? Pour apporter à nos clients des expériences qui soient simples, qui soient technologiques et humaines. Et on est clairement dans un monde dans lequel la tech prend une importance de plus en plus importante. Et donc on a décidé, depuis 5 ans que je travaille ces sujets-là, on a décidé de construire une équipe tech ultra importante dans la maison, avec plus de 1400 personnes, qu'on a décidé d'amener au meilleur niveau du marché, de façon à plus dépendre de tout un tas de boîtes, mais d'être vraiment nous-mêmes en maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec d'autres, bien sûr on travaille avec d'autres, mais d'être nous-mêmes en maîtrise des techs avec les meilleurs niveaux du marché, vraiment celle de la Silicon Valley, et avec des pratiques du type agile à l'échelle, du type software craftsmanship, qui permettent vraiment d'être vraiment très très bons et donc de créer des objets pour les clients qui soient d'enfer. Et donc pour faire parce que vous êtes en train de révolutionner et inventer l'assurance de demain. L'assurance qui a besoin d'être un peu dépoussiérée quand même aussi, non? Exactement, je me permets de prendre ce smartphone. Oui, allez-y, c'est mon téléphone. Il vous le donne, allez-y. Voilà, je ne vais pas le voler, je vais le laisser. D'accord, vous allez faire quoi, un tour de magie? Ça va permettre, pour voir s'il est costaud. ça va permettre, et on vient de sortir une app avec nos devs, qui est bourrée d'intelligence artificielle, et qui fait que quand vous avez un sinistre auto, une tôle froissée, vous prenez la photo de votre tôle froissée, ça la télécharge immédiatement, et immédiatement, plutôt que d'attendre 15 jours qu'on veuille bien vous rappeler pour régler votre sinistre, tout de suite on vous propose une indemnisation en 30 secondes. Génial. Ça analyse ça analyse, et ça c'est grâce au digital et à la data. Donc vous êtes en train de nous dire que AXA, assureur, secteur, c'est vrai, avec une image un peu entre guillemets poussiéreuse, est aujourd'hui une boîte de tech, et vous venez essayer de séduire un peu les développeurs. Et donc aussi. en fait, pourquoi on est ici? On est ici parce que tous nos développeurs, les 1400 personnes dont je vous parle, moi ce qui compte pour nous, c'est qu'entre eux, ils créent une communauté et ils développent leurs compétences, et au-delà de le faire chez AXA, qu'ils le fassent dans le marché. Donc pour nous, c'est une manière de prolonger cette communauté à l'extérieur. J'aimerais donc qu'on donne la parole un peu à Arthur. Arthur, c'est ton soir, c'est ta soirée en quelque sorte. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire plus tard? C'est un peu compliqué à dire parce que pour l'instant j'ai beaucoup mis les pieds dans le monde de la recherche. Pas plus près du micro, voilà. De la recherche académique.
mais encore assez peu du côté du monde dans l'entreprise. Ce que je compte faire, c'est peut-être de tester un peu le monde de l'entreprise avant de faire un choix sur... Finalement, l'entreprise te tente. Sur un doctorat ou pas. Oui, pourquoi pas. Est-ce que tu sens que là, les boîtes comme AXA ou d'autres te draguent un peu pour savoir si tu serais prêt à venir sur le marché du travail? On commence à t'approcher un peu ou pas? Bien sûr, donc il y a mon adresse mail qui est publique sur le web. Il y a plusieurs chasseurs de tête qui m'ont déjà contacté en disant voilà, je travaille pour telle boîte. Est-ce que tu voudrais venir chez nous? C'est dingue quand même. Pardon? C'est dingue. Mais oui, non, mais c'est le sujet. C'est-à-dire que des gens comme Arthur, aujourd'hui, sur le marché, il en manque énormément. Il a un avenir assuré. Donc les opportunités sont extraordinaires. Mais c'est vrai que tous les développeurs qui soient en devenir, en formation ou même dans d'autres, déjà en activité dans une entreprise, ils sont courtisés en permanence. Un avenir fantastique. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, là, chez nous, comme on manque de développeurs sur le marché, on fait ce type d'événement, mais aussi on fait des formations internes de reconversion pour des gens qui sont dans d'autres métiers qu'on reconvertit au code. Ouais. Une question pour nos Marc Deloy. La tech américaine là, a licencié à tour de bras, notamment des développeurs, pas que, mais notamment des développeurs. Comment vous voyez un phénomène comme ça? Alors je pense que c'est un phénomène de réajustement du marché suite à beaucoup d'embauches qui ont été faites pendant la période du confinement. Alors vous avez en face de vous une boîte américaine qui s'appelle VMware qui n'a pas fait de licenciement. Donc nous on continue à attirer les développeurs et les talents. On accompagne aujourd'hui le marché français en accompagnant les centres de formation et les universités pour former les étudiants sur nos technologies pour leur permettre de rentrer plus vite sur le marché du travail. On sera d'ailleurs ravis d'accueillir Arthur chez nous. Tu vas recevoir un nouveau mail de chasseurs de tête et de VMware. Donc tu es le bienvenu chez nous. Donc nous voilà, VMware aujourd'hui on accompagne le marché. C'est important aujourd'hui d'avoir plus de développeurs. On voit qu'on manque de développeurs. Et VMware travaille beaucoup avec la communauté pour mettre nos produits sur le public et donc d'accompagner également le marché pour avoir plus de développeurs autour de techno pour accélérer parce que je pense que le marché aujourd'hui manque beaucoup de développeurs. Vous recherchez des développeurs aujourd'hui? Oui. Vous embauchez beaucoup? Alors nous aujourd'hui, VMware, on embauche excessivement en indirect, donc on travaille beaucoup avec nos partenaires. C'est ça. Donc on a besoin aujourd'hui de développeurs chez nos partenaires, mais également où on a besoin de développeurs, c'est chez nos clients qui aujourd'hui utilisent nos technologies pour faire le développement de leurs nouvelles applications. D'accord. Et alors, important d'être là Alors pour nous c'est très important et je remercie d'être AXA, d'être à leur côté. Je remercie également notre partenaire SoftwareOne qui nous a permis d'être là. Aujourd'hui, comme je disais, ce manque de développeurs sur le marché est aujourd'hui un point critique. Je rencontre plusieurs clients par semaine. Tous les clients ont le même problème, c'est-à-dire comment je transforme mes applications, plus vite, comment j'amène un nouveau service à mes clients. Et pour ça, j'ai besoin de transformer mon application et sans développeur, je ne sais pas le faire. Donc VMware accompagne ses clients et le marché pour qu'il y ait plus de développeurs. Merci beaucoup Marc. Merci. Pour ces mots. Voilà, on voit qu'il y a un enthousiasme ici, il y a un optimisme qui fait du bien, Jérôme. Je ne sais pas si tu le ressens, mais c'est cool. Et voilà. Grosse dynamique, absolument. Bravo Arthur. Super. Merci. Tu vas recevoir quelques mails, je pense. Encore. Qu'est-ce que Merci tu gagnes David aussi. Merci, on était ravis d'être avec vous pour cette soirée. Tu sais ce que tu gagnes? C'est-à-dire... je sais pas, un voyage, un gros chèque, un ordinateur. Il y a 10 000 €, je crois, non? Oui, c'est 10 000 € plus une sculpture. Une sculpture, pas mal. Pas mal hein, quand même. Hein. Une sculpture magnifique. Ouais. Tu l'as pas ta sculpture, tu veux pas de la elle est montrer? là-bas. Elle est là-bas. D'accord. On va s'y mettre. Mais oui, mais c'est l'artiste. C'est King Kong, voilà. Oui, voilà. Là, bon, on peut la Comment il porter, s'appelle? Laure. Apporte-nous la petite statue. On va vous la montrer quand même. Je l'ai laissée sur le côté parce qu'elle est un peu lourde. Mais... Voilà, superbe. Regardez-moi ça. La classe. Hop Magnifique. là, Voilà, on va terminer. Superbe. Avec cette magnifique statuette. d'Orlinski, donc, hein, forcément. Ouais. Et bien voilà, c'est avec ça que se termine ce Tech Hebdo spécial depuis Tech Challenger ici à la salle Wagram. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, vous l'avez compris, hein. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes un peu intéressé par l'informatique, il y a de quoi faire dans le monde du développement et du codage. Ouais. Bon, c'est du boulot, hein. C'est du boulot, il faut aimer et il faut y passer du temps. Mais vous trouverez un travail facilement. Mais c'est passionnant. On était ravis en tout cas d'effectivement de vous faire vivre cet événement et de passer ce moment avec vous pour découvrir tous ces nombreux aspects du code. C'est ça qui est incroyable, hein. C'est vraiment un univers totalement, extrêmement riche. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur la chaîne Tech & Co. Salut à tous.